Merci Loïc. On a un président qui non seulement a une vision agricole, agroalimentaire et du bien manger, mais c'est devenu en plus un technicien agricole. Et comme les choses sont assez complexes, c'est important. Qui aurait imaginé, peut-être il y a encore 3 ans, qu'on aurait autant parlé d'agriculture et d'alimentation? C'est vrai en France, mais c'est vrai dans tous les pays anglo-saxons, c'est vrai aussi en Bretagne. Et quand Loïc a fait cette présentation, il y a une formule qui résume tout. Du sol à l'assiette. Jusqu'à la fin des années 90, on parlait de la fourche à la fourchette. On faisait allusion un peu aux problèmes sanitaires avec l'ESB, avec d'autres épidémies sanitaires. Il faut aller ici beaucoup plus loin. Du sol à l'assiette. Alors, je vais d'abord peut-être parler du sol, et puis on fera ensuite l'assiette, en sachant que quand on parle d'agriculture, il faut vraiment avoir une approche systémique du développement. Vraiment systémique, parce que la méthanisation, par exemple, on voit que le pire peut côtoyer le meilleur, donc c'est important d'avoir une vision globale. Quand on parle du sol, un des objectifs peut-être les plus importants, un marqueur, c'est celle de la consommation foncière. L'objectif de zéro consommation 2040 est un objectif fort. Alors j'ai été surpris quand même ce matin dans le discours introductif de Marc Le Fur, qui contestait un petit peu cet objectif. Et pourtant, vous qui normalement un défenseur de l'agriculture, c'est vrai que c'est un objectif qui est incontestable, que la profession agricole porte, parce que si certains parlent en terrain de foot, moi je préfère parler en ferme. Chacun son unité de mesure. Depuis 13 ans, on a perdu 640 fermes de 50 hectares. Donc attention, grand écart. Si on défend l'agriculture, il faut défendre le foncier. Sinon, attention aux adducteurs. Quand on parle du sol, on parle de la consommation, bien sûr, foncière, mais il faut aussi parler du sol et notamment de l'état du sol. Il y a eu un rapport du GIEC qui a été très intéressant cet été, qui est un peu passé inaperçu. On a surtout parlé qu'il fallait manger moins de viande, et pourtant, le GIEC, 13 000 chercheurs, 1300 chercheurs, dont on ne conteste pas la fiabilité du travail, nous disent comme ça que dans le monde entier, il y aurait 25% des sols qui sont morts ou qui ne sont plus en capacité de produire. Et c'est vrai aussi en France. En France, on a 40% de nos sols qui sont à moins de 1% de matière organique. C'est un indicateur de vie du sol, qui n'ont plus de vers de terre. Or, les vers de terre et la matière organique, ce sont les deux composantes qui font qu'un sol va bien. Alors, on a pour objectif, dans cette feuille de route, de développer l'agroécologie. Il faut être précis, parce que c'est vrai que les mots ont un sens. L'agroécologie, ça se résume peut-être en 3 points. La première des choses, c'est éviter d'arrêter le labour. Voyez-vous, ça paraît, quand on passe au bord d'une route, qu'on voit un sol bien labouré, bien plat, comme ça paraît séduisant, c'est beau, mais c'est assez catastrophique, parce que derrière le labour, c'est beaucoup d'érosion. Si on prend l'exemple, Loïc en responsabilité l'eau, l'exemple de la baie d'Arguenon, où tous les jours, alors ça a été mesuré, puisqu'il y a 10% de l'eau qui est traitée pour alimenter nos citoyens, il y a 8 tonnes de terre qui sont retirées par des filtres, 8 tonnes par jour, et comme ils récoltent 10% de l'eau, c'est 80 tonnes de terre qui s'en vont par jour par l'érosion. Non seulement il y a les métaux lourds, il y a tout ça, les pesticides, mais en plus c'est le capital qui s'en va. Donc c'est pas un petit sujet, bichonner les sols, c'est pas un petit sujet. Donc arrêter de labourer, d'avoir des couverts permanents, c'est quelque chose de très important. C'est un peu un débat agronomique, mais qui est assez fondamental. Donc la première des choses, c'est arrêter le labour et développer ce genre de techniques. La deuxième, c'est l'agroforesterie ou le bocage. On a la chance en Bretagne d'avoir plutôt un bocage préservé. On a beaucoup investi à l'initiative aussi de la préfète de région, à l'époque, par rapport aux problèmes de phosphore, Madame Malgarde, où on a une politique très très forte pour encourager au bocage, pour stocker le carbone, pour limiter l'érosion, pour tous les bienfaits que peuvent être le bocage. Dans d'autres régions, c'est l'agroforesterie, mais c'est la deuxième composante de l'agroécologie. Et enfin, la troisième, qui est extrêmement important aussi, c'est le développement des légumineuses. Alors une légumineuse, je dis toujours de façon un peu triviale, mais assez facile à comprendre, c'est une plante miraculeuse parce que c'est à la fois
une usine à soja, parce qu'elle produit des protéines, hein, ce sont les trèfles, les luzernes, les pois, les lupins, et c'est aussi une usine à ammonitrate, hein, puisqu'elle produit de l'azote dans le sol pour la culture qui suit, tout ça gratuitement. Donc autour de ces trois thématiques, le non-labour et la couverture des sols, le bocage, le développement des légumineuses, c'est ça qui est la composante essentielle de l'agroécologie et qui peut permettre de produire beaucoup avec peu d'intrants. Le débat des intrants qui fait beaucoup de débats, notamment sur la chimie, qui peut être un peu angoissant. Le deuxième objectif important dans ce stratet, c'est de tendre vers le zéro pesticide. Alors c'est un beau projet. Moi, je suis sûr qu'on va y arriver. Voyez-vous, la chimie, l'agrochimie, ça existe depuis l'après-guerre, hein, les années 50. Au début, ça a apparu comme un miracle, hein, parce que les rendements ont doublé en un rien de temps. Et ce miracle se transforme un peu en mirage. D'abord, les rendements baissent, hein, plutôt globalement, en tendance, parce qu'on n'a pas respecté ces fondamentaux dont je parlais, hein, de l'agroécologie, des rotations, des assolements, de la polyculture-élevage. Et en plus, ça coûte très cher. Ça a des dégâts sur la biodiversité, hein, forcément. On le voit, nous, paysans, agriculteurs, on le voit à l'échelle d'une génération, comment cette biodiversité s'effondre, notamment dans nos zones humides. Donc je pense que l'avenir, il y a des gens qui le disent très bien. Il y avait une conférence il n'y a pas très longtemps d'ici, à Quimper, à l'initiative du Technopole, avec Bruno Parmentier, ancien directeur d'une école d'ingénieurs, hein, qui disait que l'avenir, bien sûr, était la biologie. Hein, plus à la chimie, mais à la biologie. Et en cherchant à intensifier ce que nous donne gratuitement la Providence, un terme un peu religieux, ou la nature, et notamment ce que je disais tout à l'heure, et qui peut permettre de produire beaucoup, parce qu'il va bien falloir produire quand même, avec moins d'intrants. Alors quand on a une ambition, comme on a ici en Bretagne, des fois on parle qu'il y a des discours forts, et puis des fois les actes ne suivent pas. En tous les cas, nous, on a quelques crédits quand même sur ce sujet. Vous savez que les régions sont toutes autorités de gestion, hein, depuis 2015, et le marqueur de cette région Bretagne, c'est le choix qu'elle a fait des mesures agri-environnementales et climatiques. Le président aime à le répéter, il est pour la notion du contrat. Moi, je pense que c'est une très bonne idée, hein, le contractuel, et ces mesures, c'est un contrat sur 5 ans, de passer avec des agriculteurs, soit pour être en bio, soit hors bio, mais qui s'engagent à réduire tout ce qui est agrochimie, soja, intrants, engrais. On a fait une étude, ou c'est plutôt la Chambre d'agriculture qui a fait une étude, hein, pour mesurer l'efficacité d'une politique publique. C'est quand même 220 millions d'euros de fonds européens, de fonds régionaux, et qui montre que ces agriculteurs engagés dans cette transition agroécologique gagnent plutôt un peu plus que les autres. Ça pourrait être même mieux, mais dans la transition, des investissements qui font que ça les pénalise encore un petit peu. Mais c'est une voie d'avenir. Donc le sol, il va falloir s'en occuper. C'est pourquoi aussi nous avons demandé quelque part aussi d'être autorité de gestion. On est la seule région à le demander parce que, vu de Paris, ah oui, la Bretagne est montrée en exemple. Ben, s'il est montré en exemple, vous savez qu'on risque de perdre, c'est pas un risque, on va perdre le FEADER sur le surfacique, et du coup, le président souhaitait, il y a un dossier qui va être fait, un rapport qui va être fait, qui vous sera soumis aussi à votre bienveillance ou à partager, avec des auditions qui ont déjà démarré, qui vont pour se poursuivre, pour voir comment un projet agricole pourrait être mené en Bretagne si nous avions la gestion des deux piliers, avec ce triple horizon, l'exploitation familiale, donc c'est important d'avoir un nombre d'agriculteurs élevé parce qu'on pourrait être très vert, mais s'il n'y avait plus de paysans, ce ne serait pas terrible. Donc d'avoir beaucoup d'agriculteurs, donc ça passe peut-être par du plafonnement des aides, avoir aussi de l'agroécologie, parce que si on a engagé 5000 agriculteurs dans la transition logique, on manquait de moyens pour aller un petit peu plus loin. Certains types d'élevage sont un peu exclus, hein, par exemple les éleveurs de porc actuellement, mais on voudrait bien aussi les y amener, notamment avec ces techniques de conservation. Et à ce propos, tout à l'heure, Delphine, vous nous disiez, à juste titre, il faut penser à des fonds privés. Ben, voyez-vous, au niveau de la région Bretagne, on est en projet, en discussion avec un détenteur d'un fonds privé, Libywood, avec 2 millions d'euros, qui se propose, un spécialiste un petit peu de l'économie du carbone, qui habite à Groix et qui est passionné par ces techniques-là, ben, d'investir sur cette région et de faire un essai avec une aide qu'on doublerait peut-être nous la région pour auprès de 200 agriculteurs qui adopteraient ces techniques très nouvelles et très prometteuses en termes de biodiversité, de compétitivité. Donc voyez-vous, même aussi, vous avez raison, on va s'y mettre et ce sera une expérience un peu unique en France. Donc voilà, le sol. Maintenant, peut-être aussi, il faut parler aussi de l'assiette.
C'est quoi le bien manger dans l'assiette? Eh ben, voyez-vous, je vois Richard qui est là, bien sûr, où l'État, au niveau des Egalim, ont adopté quelque chose de très fort sur le consommé local. Nous avions, quelques mois avant, sous la houlette de INSAUD, entamé une démarche Breisalim. C'est vrai que le monde agricole, à juste titre, reprochait un peu aux acheteurs publics d'acheter des produits à bon marché qui venaient de toute l'Europe entière et n'achetaient pas forcément le produit breton. Alors la loi va l'y obliger, au travers de la loi Egalim, mais avec INSAUD, toute une démarche a été faite de sensibilisation auprès de toutes les collectivités, des acheteurs publics, pour qu'ils achètent les produits faits par les paysans bretons. Ceci fait sens, ça c'est la première démarche du bien manger. Très concrètement également, vous avez peut-être entendu d'une démarche bleu-blanc-cœur. Aujourd'hui, 80% des Français manquent d'oméga 3. Et pourtant, Martine est infirmière et on dit comme ça que quand on veut lutter contre notamment des maladies comme Alzheimer, on manque d'oméga 3, les nouvelles techniques d'alimentation, du surgelé, tout ça, font que des aliments sont des fois trop faibles en oméga 3. Il y a des entreprises qui se lancent à produire des animaux qui sont nourris avec des tourteaux de lin, avec des luzernes, pour justement avoir un lait, une viande plus riche en oméga 3. C'est parti de Bretagne, c'est une démarche qui monte en puissance. Nous devons l'encourager. Mais ce n'est pas ça uniquement. Il y a des démarches aussi comme, par exemple, Savéol, tous les producteurs de tomates qui s'engagent à produire des tomates sans pesticides. Alors, on n'est pas dans du bio, on est dans sans résidus de pesticides. Il faut les soutenir. Nous les soutenons. Nous avons moi-même, avec Loïc, visité comment ils faisaient avec les bourdons qui cultivent. C'est vraiment des techniques un petit peu assez impressionnantes, mais des choses se font. On pourrait parler également du secteur de la volaille. Dieu sait si c'est un secteur qui nous tient à cœur parce qu'on a perdu 37% de nos surfaces en poulailler. Le poulailler moyen à 24 ans. Le projet volaille que l'on porte et qui a pour ambition justement de changer de modèle, d'avoir des poulaillers avec des fenêtres, avec du béton. Et l'aide de 50 000 € que nous apportons, c'est bien pour payer aussi ces investissements supplémentaires, parce qu'on veut reconquérir le marché français avec un groupe volailler qui s'appelle LDC. Donc, autour du bien manger, il y a des choses très concrètes, du sol à l'assiette, très concrètes, et qui, quelque part, nous donnent du crédit aussi à porter cette ambition de récupérer le premier pilier de la PAC, parce qu'on va bien au-delà de ce qu'on fait beaucoup, parce que, et je terminerai là-dessus, c'est pas uniquement pour sauver la planète, c'est aussi une vraie stratégie pour la Bretagne. Moi, je suis convaincu que quand on parle d'accès au marché, nos consommateurs, on voit bien avec les mouvements des fois de boycott qui sont lancés sur certaines entreprises parce qu'elles ne sont pas vertueuses, si nos produits agricoles ne sont pas produits dans des conditions exemplaires en termes d'agroécologie ou de l'utilisation de pesticides, de carbone, d'antibiotiques, nous ne vendrons pas nos produits. Loïc l'a dit tout à l'heure, la Bretagne, c'est un produit pour 20 millions d'habitants. On a une responsabilité, on a l'ambition d'être un territoire leader de l'agroécologie et du bien manger en Europe. C'est une belle ambition qui doit fédérer tout le monde, en tous les cas, le monde agricole. On s'y attache à aller avec eux à ce beau projet. Et je pense qu'on a encore de beaux jours devant nous dans le monde agricole et dans toutes ses composantes, parce que c'est aussi un équilibre de territoire avec les PME qu'il y a sur tout le territoire. Merci.